Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais présenter une introduction sur les microservices. Pour ceux qui veulent bien débuter et avoir une bonne compréhension des microservices, vous êtes au bon endroit. C'est un sujet assez vaste et cette vidéo est la partie 1 d'une série de vidéos qui couvriront les microservices. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous voulez rester informé et si le contenu vous plaît également. Cela m'encourage énormément. Sans plus tarder, passons au générique. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que l'architecture microservice. Nous allons parler de l'histoire des microservices qui est liée à l'avènement du cloud, explorer les différentes caractéristiques d'une architecture microservice, explorer les différentes composantes d'une architecture microservice, voir et comprendre un terme très important qui est le cloud native, explorer les différentes technologies disponibles et écosystèmes disponibles dans le monde de Java et des autres langages. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vous présente une méthode ultime pour comprendre et maîtriser une fois pour de bon l'architecture microservice. Nous aurons bien sûr un exemple avec Spring Boot et Spring Cloud. Nous allons développer un supercalculateur qui va révolutionner le monde. Et enfin, nous aurons une conclusion. Donc, restez jusqu'à la fin. La première chose à comprendre est que l'architecture microservice est un style d'architecture tout comme l'architecture entière ou les autres types d'architecture, par exemple SOA, l'architecture hexagonale ou l'architecture client-serveur. Il y a plusieurs définitions disponibles, toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais selon moi, l'une des meilleures est celle de Wikipédia qui dit ceci. En informatique, les microservices sont des services logiciels. L'architecture en microservices est une variante du style architectural de l'architecture orientée service SOA, qui structure une application comme un ensemble de services faiblement couplés. Les microservices indépendants communiquent les uns avec les autres en utilisant les API indépendantes du langage de programmation. Je mets l'accent sur certains mots et phrases que j'ai mis en gras et nous allons explorer leur signification dans la slide suivante. Un service logiciel est une fonctionnalité offerte par un service indépendant généralement accessible via une interface ou une API. Par exemple, un service qui permet de valider une adresse postale ou un service qui permet de faire de la facturation. SOA pour service orienté d'architecture est un style d'architecture qui prône la séparation des fonctionnalités sous forme de services isolés. La version moderne de l'architecture SOA étant les microservices. Des services faiblement couplés sont des services ayant des dépendances entre eux, mais dont les modifications n'impactent pas leur fonctionnement mutuel. Une architecture microservice doit être agnostique des technologies, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépendre d'une technologie. Je peux donc avoir des microservices développés dans différents langages et capables de fonctionner entre eux. Les différents microservices doivent communiquer via des API, les différentes méthodes de communication pouvant être du HTTP via les services REST, du gRPC, du WebSocket ou du messaging via des brokers tels que Kafka ou RabbitMQ. Comme on le dit souvent, une image vaut mieux qu'un long discours. Ce schéma que nous avons résume très simplement en quoi consiste une architecture microservice. Si on prend le cas classique d'une application de e-commerce, nous avons plusieurs fonctionnalités qui sont offertes, à savoir la gestion des clients, la gestion des commandes, la gestion de la facturation, la gestion des stocks, la gestion des réclamations, pour ne citer que ces fonctionnalités. Le but des microservices présentés à droite dans le schéma est de pouvoir découpler les fonctionnalités sous forme d'entités indépendantes capables de fonctionner dans son propre contexte et d'échanger avec les autres microservices. Tandis que dans une architecture monolithe à gauche, toutes les fonctionnalités sont implémentées dans une même base de code et fonctionnent tous dans le même contexte. Je vais revenir un peu plus en détail sur la notion de contexte qui n'est pas à confondre avec celle de contexte de Spring. C'est très important de comprendre l'histoire des microservices. Bien qu'ils ne soient pas liés, les microservices ont connu leur essor via l'avènement du cloud computing. L'essor d'Internet, le gros volume de données générées et le besoin d'avoir des services disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a nécessité que les entreprises Internet telles que Google, Amazon, eBay et bien d'autres ont dû repenser leur architecture et développer de nouvelles technologies et de nouveaux paradigmes. Les exemples concrets sont la Big Data et les technologies associées comme Hadoop et Spark. Le NoSQL est une bonne représentation également pour la meilleure gestion des données non structurées car les bases de données SQL classiques avaient atteint leurs limites. Comme autre évolution, on a l'utilisation des systèmes distribués pour une meilleure répartition des charges. Par la suite, cela a permis à ces entreprises d'avoir une grande puissance de calcul vu qu'ils ont dû créer de gros data centers. Ayant acquis cette puissance de calcul, les entreprises ont eu la géniale idée de reprendre cette
puissance de calcul et de la revendre aux autres entreprises à travers le monde, permettant à ces dernières de ne plus avoir besoin de maintenir leur propre data center et de réduire leurs coûts, ou du moins la taille de leur data center. Les pionniers dans ce domaine étant Salesforce, lancé en 1999, et Amazon Web Services, lancé en 2002 aux États-Unis. D'autres acteurs sont apparus par la suite, dont Google avec Google Cloud Platform, Microsoft avec Azure, Oracle avec OCI, Red Hat avec OpenShift. La liste étant assez longue, nous ne citerons pas tous ici. Les microservices sont apparus avec le terme Micro Web Service en 2005 avec le Dr Peter Rocher lors d'une présentation sur le cloud computing. En 2012, le terme microservice a été adopté définitivement. Cela s'est traduit par la création d'un groupe de travail pour normaliser les microservices et le cloud computing, appelé la Cloud Native Computing Foundation en 2015. La mise en avant des microservices a été rendue populaire par Netflix, qui a développé et open sourcé plusieurs frameworks pour faciliter l'implémentation des microservices. C'est à eux que nous devons notamment les outils tels que Eureka, Zool, Ribbon et Istrix. Sans oublier également Google qui a open sourcé son outil d'orchestration de conteneurs qui est devenu Kubernetes. Au fil du temps, les microservices sont de plus en plus adoptés au sein des entreprises. Lorsque vous concevez une application sur une architecture microservice, les caractéristiques les plus communes sont les suivantes. La scalabilité. Votre architecture doit être en mesure de supporter un grand nombre de requêtes et de s'adapter aux besoins en augmentant le nombre d'instances de vos microservices. La résilience. En cas de panne ou de non-disponibilité d'une composante de votre architecture, cette dernière doit être en mesure de toujours fonctionner au moins à minima ou fournir un message clair aux utilisateurs. La flexibilité. Un changement à effectuer au sein de votre architecture ne doit pas être difficile et entraîner l'interruption de toute votre architecture. Facile à déployer. Dans un monde qui bouge vite, il faut être en mesure de déployer facilement et en quasi temps réel les changements effectués. Facile à maintenir. Le code source de vos microservices doit être bien structuré et facile à modifier. Composable. Vous devez être en mesure de composer plusieurs microservices ou plusieurs services ensemble afin d'avoir une nouvelle architecture opérationnelle sans trop d'efforts ni trop de configuration. Observabilité et traçabilité. Il est important de savoir ce qui se passe au sein de vos microservices et les interactions entre eux. Cela vous aidera à mieux les débugger et à mieux les implémenter. Les différentes composantes d'une architecture microservice à ne pas confondre avec les caractéristiques sont les suivantes. Le service registré. C'est un microservice qui permet de conserver et de gérer la liste des microservices ou services disponibles au sein de votre architecture. L'API Gateway, il constitue le point d'entrée de votre architecture et peut être utilisé comme contrôle d'accès de vos microservices. Le load balancer, un composant très important. Ce composant permet de gérer la répartition des charges des requêtes provenant de l'API Gateway et il permet notamment de répartir toutes ces requêtes au sein de vos microservices. Le serveur de configuration, il permet de centraliser et de mutualiser les configurations de vos microservices. Le service mesh, c'est une infrastructure offerte qui permet de faciliter la communication entre les différents microservices. L'orchestration des services, c'est également une infrastructure qui permet de gérer tout le cycle de vie de vos conteneurs. Ici notamment, on pensera à Kubernetes ou à Swarm. Mais nous allons revenir plus en détail avec tous ces outils dans de prochaines vidéos. Bien comprendre la notion de Cloud Native vous aidera à maîtriser dans sa globalité les microservices. Nous allons également parler d'un ensemble de règles à suivre connu sous le nom de The 12 Factor App. J'aurai besoin de toute votre attention. Cloud Native Computing ou simplement Cloud Native est une approche du développement logiciel qui utilise le cloud computing pour créer et exécuter des applications évolutives dans des environnements modernes et dynamiques tels que des clouds publics, privés ou hybrides. Ces technologies telles que les conteneurs, les microservices, les fonctions sans serveur, les processeurs cloud natifs et l'infrastructure immuable déployée via le code déclaratif sont des éléments communs de ce style architectural. Les technologies cloud native se concentrent sur la réduction de la charge opérationnelle des utilisateurs. Ces techniques permettent des systèmes faiblement couplés qui sont résilients, gérables, observables. Combinés à une automatisation robuste, ils permettent aux ingénieurs d'apporter des modifications à fort impact fréquemment et de manière prévisible avec un minimum de travail. Toutes ces définitions que j'ai données viennent de Wikipédia, bien sûr. Les définitions de Wikipédia que j'ai trouvées semblent être les meilleures
et elles permettent de mieux décrire ce qu'est le Cloud Native. Dans la slide suivante, je vais donner quelques explications afin de compléter les définitions. Donc, pour faire simple, une application Cloud Native est une application destinée à être déployée sur le cloud et respectant un certain nombre de critères. Dans le but de bénéficier des fonctionnalités offertes par les plateformes cloud, il faut privilégier l'utilisation de l'architecture microservice. L'un des premiers critères d'une application Cloud Native est de pouvoir fonctionner au sein d'un conteneur. Ici, nous pensons à Docker évidemment. Cela permet de l'intégrer au sein d'un orchestrateur de conteneurs pour une meilleure gestion. Et là, nous faisons référence à Kubernetes. Comme déjà expliqué pour l'observabilité, le logging et la traçabilité sont des caractéristiques importantes au sein d'une application Cloud Native. Pour résumer tout ça, une application Cloud Native doit respecter les critères proposés par la méthodologie 12-Factor App que nous allons voir en détail dans la slide suivante. The 12-Factor App est un ensemble de règles qui ont été mises en place par des contributeurs divers et des ingénieurs de Heroku qui ont bien voulu partager leur expérience acquise lors du développement et du déploiement d'applications SaaS sur la plateforme Heroku. Certains ont tendance à dire que le Cloud Native et le 12-Factor App représentent la même chose. Je laisserai le lien en description et je vous incite vivement à lire pour approfondir le sujet. Sans plus tarder, nous allons passer les différentes règles en revue. La base de code. Chaque microservice a sa base de code. Les dépendances. Chaque microservice doit avoir ses dépendances. Les configurations. Les configurations sont centralisées. Les services externes. Ils sont exposés via une URL, ce qui leur permet d'être interchangeables. Les déploiements et exécutions. Les processus de build sont séparés des processus de déploiement. Les processus. Chaque microservice doit rouler dans son contexte, ici dans un conteneur Docker. L'association de ports. Chaque microservice doit avoir ses fonctionnalités exposées via un port. Donc ici notamment, vous devrez exposer vos microservices via une API. La concurrence. Les microservices doivent pouvoir être dupliqués pour pouvoir supporter la montée en charge. La disposabilité. Être capable de supprimer les instances sans impacter l'architecture en place. La parité DevProd. Les environnements de développement et de production doivent être identiques pour pouvoir faire des tests fiables. Le logging. Traiter les logins comme un flux d'événements pouvant être agrégés. Les process admin, opérer des actions de maintenance sur vos microservices ou votre infrastructure. Évidemment, avec le temps, 3 nouvelles règles se sont ajoutées, donnant lieu à un nouveau nom qui est Beyond the 12-Factor App. Et nous avons de nouvelles règles, à savoir le API First. Chaque microservice est exposé via une API et disponible au sein de l'architecture. La télémétrie, c'est-à-dire monitorer les fonctionnalités et le statut de chaque microservice en temps réel. Et l'authentification autorisation, mettre en place une politique de sécurité. Vous pouvez implémenter les microservices avec plusieurs langages. Donc nous avons une liste des technologies et frameworks disponibles, à savoir pour Java, nous avons Spring Cloud, Micronaut, Microprofile, VertX, Quarkus et puis Elidon. Au sein de .NET, on a Dapper. Avec Golang, on a GoMicro et Gizmo. Pour ceux qui aiment le Node.js, vous avez Molecular. Python n'est pas du reste avec Python, MS, Flask et puis Falcon. Et enfin, avec C++, on a Crow, HTTPlib et puis Pistache. Ceci est une liste non exhaustive. Ici, j'ai listé les frameworks majeurs. Les autres technologies à connaître sont les suivantes. Pour la containerisation, on a Docker et Podman. Pour l'orchestration, nous avons Kubernetes ou Swarm. Pour le streaming ou le messaging, on a Kafka, RabbitMQ ou Pulsar pour ne citer que les majeurs. En termes d'API Gateway, nous avons Kong, MuleSoft et Nginx. Pour le CI/CD, vous avez Jenkins, CircleCI, Bamboo. Et pour le logging, on a Elasticsearch, Splunk. Et enfin, pour le monitoring, vous avez Grafana et Dynatrace. Bon, ceci n'est qu'une liste non exhaustive. Il y a plein d'outils également qui font la même chose. Encore ici, comme je disais, vous pouvez vous référer au site web Landscape de la CNCF pour avoir une liste assez exhaustive de tous les outils disponibles par catégorie. Donc, je vous inciterai à visiter le site. Ça vous donnera une idée globale de tous les outils qu'il y a si vous voulez implémenter une architecture microservice. Comment bien comprendre et assimiler les concepts derrière les microservices? Dans cette partie, je vais vous donner les clés qui vous permettront d'avoir une compréhension globale et rapide des microservices. Mais attention, c'est un domaine très vaste et cela vous demandera quand même de l'effort et du temps à y consacrer pour pouvoir cerner ce style d'architecture dans son ensemble.
Donc, sans plus tarder, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez commencer par bien architecturer votre projet. C'est très important pour une implémentation plus aboutie. Vous aurez à utiliser la méthode de Domain Driven Design ou DDD afin de bien séparer votre domaine en plusieurs sous-domaines. Ces sous-domaines constituent vos microservices. Il faut séparer votre architecture au moins en 3 parties, à savoir les microservices métiers, les microservices d'infrastructure et vos bases de données. Vous devez ensuite faire la checklist des composantes et des caractéristiques des microservices afin de savoir si vous êtes en train de faire une bonne implémentation. Pour ça, nous l'avons déjà vu en haut. Vous pouvez vous référer à cette slide. Enfin, il vous faut une bonne compréhension des conseils donnés dans le 12 Factor App. Cela vous permettra de faire une checklist et de savoir si votre application respecte bien ces règles. Nous allons développer un supercalculateur avec une architecture microservice. Les fonctionnalités sont les suivantes: addition, soustraction, multiplication, division et arrondi. Je sépare donc mon architecture en 2 parties. La partie métier qui contient les microservices offrant les fonctionnalités citées ci-dessus. Et ensuite la partie infrastructure qui contient les différentes composantes telles que l'API Gateway et le Registry Service. Pour le moment, nous n'allons pas ajouter un serveur de configuration. Ce sera pour une seconde vidéo. Cette architecture se veut très simple et c'est surtout dans le but de vous introduire aux microservices que je l'ai simplifié comme ça. Bien sûr, derrière, nous avons également une base de données. Les étapes que nous allons suivre sont les suivantes. Implémenter les microservices métiers. Ici, nous allons mettre en place les principes 1 et 2 du 12 Factor App qui dit que chaque microservice doit avoir sa propre base de code et avoir ses propres dépendances. Implémenter les microservices d'infrastructure. Ici, nous allons encore mettre en application les principes 1 et 2 du 12 Factor App. Nous allons dockeriser les microservices. Le principe 6 est mis en application. Ce principe nous dit que chaque microservice doit rouler dans son propre contexte. Ici, dans un conteneur Docker. Faire communiquer les microservices entre eux. Ici, le principe 7 est appliqué. Chaque microservice doit être exposé via des ports et disponible à l'emploi. Pour faire marcher notre supercalculateur, nous allons utiliser Docker Compose pour lancer tous nos conteneurs dans une seule instance et en une seule fois. Les frameworks et les outils que nous allons utiliser sont les suivants: Spring Boot et Spring Cloud, Docker et Docker Compose pour containeriser nos applications, MySQL pour la base de données, Postman pour tester nos services, IntelliJ pour implémenter nos microservices et dbehavior comme client pour MySQL. Dans un premier temps, j'aimerais préciser que le code source du projet se trouve sur le repo Git en description. N'hésitez pas à le consulter pour une meilleure compréhension du sujet. Comme expliqué, nous avons 2 types d'applications. Un premier type encadré en vert, qui sont les applications métiers, à savoir les services d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et d'arrondi. Encadré en bleu, on a les services d'infrastructure, à savoir le service d'annuaire ou Discovery Service, avec Eureka, qui permet de recenser la liste des services dans notre architecture. Nous avons également l'API Gateway qui constitue le point d'entrée de notre architecture. Le service de configuration centralisé ici présent ne sera pas couvert, cela fera objet d'une autre vidéo. Pour s'enregistrer auprès du serveur Eureka, c'est assez simple. Il suffit d'ajouter la dépendance Spring Boot Cloud Eureka Client dans le fichier POM du service que vous voulez enregistrer et ensuite ajouter l'URL vers le serveur Eureka dans le fichier Application Property de notre service. Comme on peut le voir ici, on constate que nous avons la dépendance Spring Cloud Starter Netflix Eureka Client qui est dans notre projet. Et ensuite, dans le fichier de configuration, nous ajoutons la configuration de l'URL du serveur Eureka avec la clé Eureka Client Service URL Default Zone. Au niveau des services d'infrastructure, l'implémentation est simple également. Il suffit d'ajouter la notation Enable Eureka Server au niveau du fichier qui constitue le point d'entrée de votre application. Dans notre cas ici, vous constatez que nous avons mis la notation juste au-dessus de Spring Boot Application. Et bien sûr, vous devez ajouter la dépendance Spring Boot Cloud Eureka Server dans le fichier POM du projet Service Discovery comme indiqué ici. Pour l'API Gateway, vous devez créer une classe de configuration Spring dans laquelle vous allez implémenter un mapping des différentes adresses IP. Vous pouvez consulter le code source pour plus de détails. L'un des requis de l'architecture microservice et du développement d'applications cloud native est d'exécuter nos services au sein d'un conteneur Docker. Pour ce faire, nous devons d'abord copier notre application au sein d'une image Docker. Une fois que nous avons lancé une image Docker, nous créons donc un conteneur.
C'est très important de faire la différence entre une image Docker et un conteneur. Pour ce faire, nous allons donc créer un fichier Dockerfile qui contient les instructions de création de notre image. Il y a plusieurs manières de créer une image Docker en effet, via des plugins disponibles pour Maven, à savoir les plugins de Spring, Jib, Fabric 8 et puis Buildpack. Donc ici, pour entrer dans les détails, dans notre fichier, nous avons les commandes suivantes. Le from permet de définir l'image à partir de laquelle on veut construire notre image Docker. Généralement, il s'agira d'une image Linux ou Windows qui contient déjà une machine virtuelle Java qui est configurée. La commande workdir définit le dossier d'installation de nos exécutables au sein de l'image. Ici, notre fichier jar ou war, vu que c'est des services développés en Java que nous avons. Ensuite, nous avons la commande copy. Copy effectue la copie de nos exécutables dans le dossier défini précédemment par la commande workdir. Et enfin, la commande entry-point qui permet d'exécuter une seule fois au lancement de notre image une commande donnée. Ici, ce sera la commande java-jar suivie du nom de notre jar qu'on veut exécuter pour pouvoir lancer l'application. Docker nous offre la possibilité de pouvoir lancer tous nos services en une seule fois et cela se fait avec l'outil Docker Compose. Donc, comme j'expliquais, Docker Compose vous permet de lancer des conteneurs en une seule fois dans le même contexte. Cela permet aux conteneurs de communiquer entre eux facilement via leur nom d'hôte, ce qui est vraiment très pratique. Pour utiliser Docker Compose, vous devez donc créer un fichier Docker Compose YAML ou Compose YAML et définir l'ensemble de vos services comme vous pouvez le voir ici. Idéalement, ce fichier doit se trouver à la racine de votre dossier qui contient vos services. Comme j'expliquais au début, pour une meilleure compréhension, je vous incite vivement à aller consulter le code source, tout y est bien détaillé. Pour tester notre projet, nous allons donc nous mettre à la racine de celui-ci qui va nous permettre d'avoir accès au fichier compose.yaml. Donc vous voyez ici que nous avons le fichier compose YAML. Donc pour pouvoir lancer l'ensemble de mes services en un seul coup ou bien en une seule fois, là il me suffit de faire docker compose app -d. Le -d c'est pour lui dire que je veux le lancer dans un processus détaché, c'est-à-dire que les logs ne vont pas s'afficher ici. Donc on constate là, il est en train de lancer. Nous allons patienter un peu le temps qu'il finisse. Il a fini. Mais juste avant de revenir sur les tests, je vais vous présenter un peu le projet dans son ensemble. Donc comme j'expliquais, c'est un projet qui est divisé en deux parties principales. Les projets métiers ou bien les services métiers et puis les services infrastructure, c'est-à-dire qui nous permettent d'implémenter les composants d'un microservice. Dans son ensemble, mon service d'addition est une application Spring Boot que je développe normalement sans problème. Donc la première étape dans votre cas, ce sera de développer votre service tout simplement normalement et surtout ne pas oublier de l'exposer au sein d'une API. Donc voilà le service. Qu'est-ce qu'il fait? On fait l'initialisation du constructeur avec un repository ici et puis un client pour pouvoir accéder au service d'arrondi. Nous avons la méthode doAddition qui prend en paramètre 2 double qui set le résultat ici et on met le type d'opération. Donc ensuite c'est à ce niveau que je fais l'opération et ensuite avant de setter la value je fais appel à mon service d'arrondi en fait qui est un autre microservice comme j'explique. Donc une fois que c'est fait, je log mon opération et j'enregistre ça dans un repository. Donc j'ai également la méthode getAddition qui me permet de récupérer la liste des additions effectuées. Donc en gros là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le repository ici qui permet d'accéder à la base de données. C'est un pattern qu'on connaît au niveau de Spring Boot, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et quand on finit tout ça, nous devons exposer nos services ici. Donc notre service il est exposé au sein d'une API ou d'un REST controller notamment qui permet de faire l'addition ici et qui prend en paramètre une DTO. DTO pour Data Transfer Object. Donc c'est un type qu'on définit qui permettra de servir de payload d'entrée et également on a une DTO qui est définie qui permet de renvoyer un résultat suivant un format donné. Donc je l'ai mis ici. Nous avons le paramètre DTO qui ressemble à ça, qui prend un paramètre XY et nous avons result DTO également qui ressemble à ça, qui renvoie notamment les valeurs qui ont été utilisées pour faire l'opération, le type d'opération et puis la valeur du résultat. Donc pour ne citer que ça. Donc la configuration ici, elle est faite pour pouvoir utiliser le service d'appel ou bien l'autoconfiguration pour les clients HTTP qui a été ajouté dans Spring 3. Donc ça se fait assez facilement. Vous voyez comment c'est fait ici. Donc
Pour ça, je suis en train de lui dire que je veux faire appel au service run service. C'est important de garder en tête quand même le nom qu'on donne au service parce que c'est ça qui est utilisé pour pouvoir remplacer l'adresse IP lorsqu'on fait nos configurations au sein d'un microservice. Donc, il utilise plutôt le nommage que les adresses IP directement. Comme nous sommes des gens assez sérieux, je pense quand même nous avons écrit des tests unitaires pour s'assurer que notre service fonctionne. Donc, nous allons les lancer pour voir à quoi ça ressemble. Oui, il va les exécuter. OK, et c'est correct. Donc, nos tests fonctionnent très bien. Donc, à ce stade, vous êtes en train de réfléchir en termes de conception de votre service métier. Mais une fois que vous avez fini, qu'est-ce qui se passe? Vous devez commencer par l'intégrer à Spring Cloud. Et pour ce faire, vous allez déjà dans votre fichier POM. Dans le fichier POM, la première des choses à faire est de ne pas oublier d'intégrer le BOM, qui est le Bill of Material de Spring Cloud. C'est-à-dire, en faisant ça, vous lui dites que je veux importer toutes les dépendances appartenant au namespace de Spring Cloud. Donc ici, vous voyez, je l'ai mis ici, c'est le Dependency Management. Et ensuite, je définis les dépendances que je veux, c'est-à-dire la version, c'est plus la version en fait qu'il faut définir ici. Donc, il faut faire très attention à ce niveau parce qu'il y a une correspondance entre les versions de Spring Cloud et la version de Spring Boot équivalente. Et pour voir ça, vous devez aller sur le site web de Spring Cloud du projet, et sur la page en fait, je veux dire. Donc, quand vous venez là, vous allez voir en bas la correspondance qu'il y a entre les versions de Spring Cloud et les versions associées de Spring Boot. Donc, vous voyez ici, n'oubliez pas de faire ça, c'est important, sinon vous risquez d'avoir des problèmes lors de l'exécution. Donc ici à notre niveau, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons plutôt utilisé Spring Cloud 2022 04 ici qui correspond à peu près à la version 3.1 de Spring Boot. Donc fiez-vous à cette page pour pouvoir voir la version exacte qu'il faut mettre. Ici, il y a également les dépendances. Effectivement, qu'on va récupérer de tout ce qui est Spring Cloud. Il y a une composante très importante ici qui est le fait de définir notre service d'addition comme un client Eureka. Eureka, en fait, c'est le service de Spring Boot qui permet notamment de gérer tout ce qui est annuaire et qui permet de recenser la liste de tous les services. Donc, pour ce faire, Eureka, c'est quoi? C'est un serveur, mais lui, il a besoin de services qui soient définis comme des clients. Et dans ce cas, lorsque lui l'est lancé, ces services savent où lui envoyer l'adresse et ils sont enregistrés. Donc, la première étape ici, c'est quoi? C'est d'ajouter Spring Cloud Starter Netflix Client. Donc, une fois que vous faites ça, lui, il est déjà défini comme un client de Eureka. Et grâce à l'autoconfiguration, il saura quoi faire. Mais attention, il y a un autre élément important également à définir. C'est qu'au niveau des ressources, dans le fichier Properties Application, vous devez lui définir l'adresse du serveur, c'est-à-dire en tant que client, à quel serveur est-ce que je dois parler. Donc, vu qu'on est quand même dans la page des configurations, il faut quand même dire qu'il y a pas mal de configs également à mettre en place, ce qui est normal, la base de données, le nom de l'application et puis le port. Donc ça, vous pouvez regarder ça plus en détail dans le projet. Donc, une fois que c'est fait, cette architecture que j'ai adoptée s'applique à tous les autres services, sauf le round notamment qui est assez simple. Donc, le reste, soustraction, multiplication, division puis addition, c'est pratiquement la même chose. Juste après, le deuxième service qui nous intéresse, c'est le service de discovery, notamment avec Eureka. Lui, il est très simple. Pour ce faire, c'est juste un projet Spring Boot que vous créez. Et au niveau de votre application ici, qui est le point d'entrée de Spring Boot, vous mettez juste Enable Eureka Server, ce qui veut dire que lui, il sera défini notamment comme un serveur Eureka. Tout ça se fait grâce à l'autoconfiguration de Spring. Donc, au niveau des Application Properties notamment, il y a également des configurations à faire ici. Vous pouvez vous référer au projet pour voir un peu plus en détail. Et n'oubliez pas également qu'il y a quelque chose à faire dans le fichier POM notamment, d'ajouter la dépendance Spring Cloud Starter Netflix Eureka Server qui permet de le définir lui comme un serveur. Et évidemment, n'oubliez pas Dependency Management ici pour pouvoir dire que j'utilise les dépendances de Spring Cloud. Une fois que c'est fait, toujours notre deuxième projet d'infrastructure qui est l'API Gateway ici. C'est la même chose. Lui, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un projet Spring également que vous allez créer, un Spring Boot. Très simple. Et vous allez ajouter un fichier de configuration ici qui permet de faire le mapping entre les différentes IP et les ports de vos services. N'oubliez pas que dans chaque microservice ici, on a défini un port auquel il doit parler. Un nom de fichier qui correspond, un nom de projet qui correspond au nom du service qu'on définit dans le fichier Docker Compose. Maintenant, l'un des éléments également les plus importants dont il faut parler, c'est la dockerisation. Donc, la dockerisation ici se fait grâce au fichier Dockerfile qu'on met toujours à la racine des projets qui permet de dire, ok,
voilà la manière dont je veux créer mon image. Dans la précédente slide notamment, j'ai parlé des étapes. Un fichier Docker Compose peut être plus long que ça, mais ça c'est vraiment une version très simplifiée. Donc le fichier Docker Compose, qu'est-ce qu'il fera? Il va récupérer une image, créer un dossier de travail dans l'image, faire une copie du target qui est généré avec Maven, MVN Clean Install ici, et le copier maintenant au niveau de votre image, mais là on l'a renommé sans la version. Et ensuite le entry point qui permet d'exécuter la commande à l'exécution de l'image. Donc ça c'est très important. Vous devrez le configurer dans chacun de vos projets. Et enfin nous venons avec le fichier Docker Compose dont j'avais parlé. Lui qui vous permet de lancer les images, c'est-à-dire tous les services que vous avez configurés ici en un seul fichier avec des paramètres. Ce serait assez long de s'étendre ici, hein. Je vais juste vous recommander certaines lectures ou bien je vais peut-être faire une vidéo sur Docker avec plus d'explications et puis on pourra aller plus en détail avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects également qu'il faut prendre en compte. Mais ça c'est déjà un bon début, ça va vous permettre de faire une très bonne introduction aux microservices. Et ensuite, ici, nous avons le dossier Postman qui contient notamment le dossier de test pour si on veut tester nos services. Donc, c'est un export de Postman que j'ai fait ici que vous pouvez importer dans votre projet Postman si vous voulez le tester. Donc, à ce stade, je pense que les services ont dû finir quand même de s'exécuter. Donc, je peux faire un Docker container ls pour afficher la liste des containers qui sont lancés. Donc, ici, je peux voir que tous mes containers ont été lancés à la suite de l'exécution de la commande Docker Compose. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, je peux ouvrir simplement mon Postman ici et commencer à faire mes tests. Donc, ici, j'ai un test. J'avais fait un 10 plus 2, mais là, je peux peut-être faire un 10 plus 20. On va voir ce qu'il va nous afficher comme résultat. Ok, il nous affiche 30 notamment. Ouais, c'est normal, c'est l'addition. Je peux faire maintenant un get addition pour récupérer le résultat. Et je précise que c'est le port de l'API Gateway que je suis en train d'utiliser. Je n'accède pas directement au service, je suis en train de passer par l'API Gateway. Et tout ça se fait grâce au projet d'API Gateway ici dont je vous ai parlé. Et notamment de la configuration qui est faite ici, qui permet de faire ce mapping là. Donc, vous avez plusieurs API Gateway. Il y a celle de Spring également qu'on utilise ici. Vous pouvez utiliser Nginx et puis Traffic. Il y en a plein. Mais ça, c'est le plus simple ici. Ça vous permet de mieux comprendre en quoi ça consiste. On peut également s'amuser à faire une petite soustraction. On va voir entre 35 moins 10 ce que ça nous donne comme résultat. C'est assez simple. Il ne devrait pas avoir de problème. Ça nous donne 25, ce qui est normal. Et après, si je fais un get subtraction, je crois qu'il va pouvoir nous renvoyer tous les résultats de soustraction que j'ai fait. Donc, en gros, voilà à quoi ressemble le projet, comme je disais. Prenez connaissance de ce projet, ça vous aidera à bien comprendre en quoi ça consiste. En conclusion, je vous dirai ceci. Les microservices sont un sujet vaste et complexe à la fois, mais pas impossible à cerner. Ils ont eu un grand impact sur les entreprises et les organisations. La plupart des entreprises ont dû migrer vers le cloud computing et repenser leurs architectures. Il y a eu également un impact sur les développeurs et les processus de développement. Il est important de comprendre les caractéristiques des microservices, bien sûr, et également les composantes. Ça vous permet d'avoir une meilleure idée de ce en quoi consiste une architecture microservice. Globalement, ça reste une solution viable et très adoptée, car les microservices ont de beaux jours devant eux. Pour vous améliorer sur ce sujet, vous devez y mettre de l'effort et du temps. Je vais mettre en description la liste des ressources que je trouve très intéressantes si vous voulez approfondir le sujet. En attendant la partie 2, je vais vous demander de liker, de partager autour de vous et surtout de vous abonner, tout en vous souhaitant un happy coding.